Imagine deux pêcheurs sur la même rivière. Le premier dépense l'équivalent d'1 mois de salaire en cannes japonaises, moulinées étanches et leurres parfumées. Le second arrive avec un vieux seau, un sac de céréales et une canne en fibre de verre soviétique. Qui remplit son sac de poissons en premier? Si vous pensez que c'est celui avec l'équipement moderne, vous venez de tomber dans le mythe le plus rentable de toute l'histoire de la pêche. Et ce mythe n'est pas nouveau. Dans les archives de pêche de l'espace soviétique, on trouve des histoires presque identiques à celles qui circulaient dans les Appalaches. Des méthodes simples, terriblement efficaces, et surtout, impossibles à transformer en business. Dans les années 1940, pendant la Grande Bière patriotique, les villages le long du Dniepr, du Don et de la Volga vivaient souvent grâce à la rivière, pas grâce aux magasins, pas grâce aux appâts industriels, grâce au savoir. Dans les mémoires des pêcheurs de la région de Poltava, on raconte comment les familles descendaient au Dniepr avec des sacs d'orge, de maïs ou de blé fermenté. À l'époque, personne ne parlait d'attractants, mais les poissons arrivaient, en masse. Les vieux pêcheurs disaient simplement « La rivière doit sentir la nourriture ». Sur la Desna en Biélorussie, sur l'Oka en Russie centrale, sur l'Irtych au Kazakhstan, on utilisait des variantes similaires. Les pêcheurs ne cherchaient pas les poissons, ils faisaient venir les poissons. Et c'est là que commence notre histoire. Parce que ce principe contredit frontalement tout ce que l'industrie moderne de la pêche répète depuis 50 ans. On vous dit que le poisson est dispersé, qu'il faut le chercher, qu'il faut le séduire avec des leurres coûteux. Mais la biologie des poissons d'eau douce raconte une autre histoire. Dans une rivière, les poissons ne sont presque jamais répartis au hasard. Les études d'hydrobiologie menées dans les années 1970 sur la Volga et la Kama montrent que plus de 70% des poissons d'un tronçon de rivière se concentrent dans moins de 20% de la surface totale. Pourquoi? Parce que les poissons suivent 3 choses: l'oxygène, la nourriture et l'abri. Prenez un goujon, un gardon ou une brème. Leur système olfactif est capable de détecter certaines substances organiques à des concentrations inférieures à 1 partie par milliard. Pour un poisson, une trace de nourriture dans l'eau est comme une odeur de soupe dans un immeuble entier. Et dans une rivière, le courant transporte ces signaux très loin. Sur la Volga moyenne, des expériences menées par l'Institut d'ichtyologie de Saratov ont montré qu'un mélange fermenté de céréales peut être détecté par des cyprinidés à plus de 120 mètres en aval. Autrement dit, la rivière devient une autoroute chimique. Les poissons suivent la trace. Ce phénomène explique pourquoi les pêcheurs soviétiques utilisaient depuis longtemps l'amorçage lourd. Pas pour nourrir les poissons, pour créer un point d'attraction. Sur les rivières d'Ukraine centrale, les pêcheurs utilisaient un mélange simple: blé cuit, tourteau de tournesol, terre de rivière. Sur l'Irtych, c'était souvent de l'orge fermenté. Sur l'Amour, en Extrême-Orient, certains utilisaient même du soja fermenté pour attirer la carpe amour et le carassin. Et pourtant aujourd'hui, sur Internet, vous entendrez des experts de canapé affirmer que l'amorçage ne sert à rien, que le poisson doit mordre naturellement. C'est un joli slogan, mais biologiquement, c'est absurde. Un poisson mange environ 2 à 5% de son poids par jour. Une brème de 1 kg doit consommer jusqu'à 50 grammes de nourriture quotidienne. Et elle passe la majorité de son temps à chercher cette nourriture, pas à admirer votre leurre. C'est là que les anciens pêcheurs avaient une longueur d'avance. Ils comprenaient instinctivement ce que la science a confirmé plus tard. Le poisson ne se capture pas par magie. Il se concentre. Dans les villages du Dniepr, dans les années 1950, les pêcheurs préparaient l'endroit pendant plusieurs jours. Ils jetaient de petites boules d'orge fermentées mélangées à de la terre, jour après jour. Le premier jour, quelques gardons. Le deuxième, des brèmes. Au troisième, le banc entier restait sur place. Parce que les poissons apprennent. Oui, même une brème apprend. Des études menées dans les réservoirs de la Volga ont montré que les cyprinidés peuvent mémoriser des zones d'alimentation pendant plusieurs semaines. Autrement dit, un bon poste devient une cantine. Et quand un poste devient une cantine, le pêcheur n'a plus besoin de chercher le poisson. C'est le poisson qui revient. Mais attention, ici, il faut détruire un autre mythe populaire. Beaucoup de conseils de grand-père racontent qu'il suffit de jeter un seau d'appât dans l'eau. Mauvaise idée. Très mauvaise. Si vous jetez trop de nourriture, les poissons mangent et ignorent votre hameçon.
L'amorçage efficace n'est pas une question de quantité, c'est une question de signal, odeur, particules et courant. Sur une rivière comme le Dniepr ou la Seversky Donets, le courant moyen transporte les particules d'amorce sur 30 à 80 mètres. Cela crée une piste olfactive que les poissons remontent. Et c'est précisément ce principe que certaines communautés de pêcheurs maîtrisaient à un niveau presque scientifique. Un principe si efficace qu'il a parfois été discrédité, oublié ou transformé en folklore. Mais les vieux pêcheurs du Don avaient une phrase simple. « Ne cherche pas le poisson, fais en sorte qu'il te cherche. » Et dans la prochaine partie, nous allons plonger dans les archives oubliées de ces méthodes, celles utilisées sur les rivières soviétiques pendant des décennies, pour comprendre comment des pêcheurs avec presque rien réussissaient à remplir leurs sacs pendant que d'autres rentraient bredouilles avec des cannes modernes. Parce que ce savoir existe encore, et il commence par comprendre comment fonctionne vraiment la rivière. La première chose que les anciens pêcheurs comprenaient, et que beaucoup d'experts Internet ignorent encore aujourd'hui, c'est que la rivière n'est pas un espace homogène. Elle est structurée comme une ville. Il y a des routes, des carrefours, des zones mortes et des cantines. Si vous lancez votre ligne au hasard, vous pêchez comme un touriste perdu. Mais si vous comprenez comment l'eau transporte l'oxygène, la nourriture et les odeurs, vous pêchez comme un habitant de la rivière. Prenons un exemple réel. Sur le Dniepr moyen, dans les zones autour de Kremenchuk et de Tcherkassy, la vitesse moyenne du courant varie entre 0,3 et 0,8 mètres par seconde. Cela signifie qu'une particule d'amorce peut parcourir 50 mètres en une minute. Pour un poisson doté d'un système olfactif extrêmement sensible, cela crée une piste chimique claire. Les cyprinidés, brèmes, gardons, carassins, ides, possèdent plus de 100 millions de cellules olfactives. Pour comparaison, un chien en possède environ 200 millions. Autrement dit, une brème détecte une odeur dans l'eau presque aussi bien qu'un chien détecte une odeur dans l'air. Voilà pourquoi l'amorçage fonctionne. Pas parce que le poisson est stupide, mais parce que son système sensoriel est conçu pour suivre les gradients chimiques. C'est exactement ce que les pêcheurs de la Volga avaient compris bien avant les laboratoires. Dans les années 1960, sur les rives de la Kama et de la Volga inférieure, les pêcheurs utilisaient souvent de l'orge perlée fermentée. La recette était simple. Orge bouillie, laissée 2 ou 3 jours dans un sac humide. Pendant la fermentation, les bactéries produisent des acides aminés et des acides gras volatiles. Ces molécules sont littéralement des signaux alimentaires pour les poissons. C'est la même raison pour laquelle les poissons trouvent des zones riches en larves d'insectes ou en matière organique. La chimie de l'eau change légèrement et les poissons le sentent immédiatement. Maintenant, parlons d'un facteur que presque personne ne mentionne dans les vidéos modernes, l'oxygène. Dans une rivière, la concentration d'oxygène dissous varie généralement entre 6 et 11 mg par litre. Mais dans certaines zones, derrière les obstacles, près des arbres immergés ou dans les fosses profondes, l'oxygène peut chuter sous 4 mg par litre. Et quand cela arrive, les poissons quittent la zone. C'est pourquoi les vieux pêcheurs du Don cherchaient toujours les transitions. Un trou profond suivi d'un haut fond, un courant rapide qui entre dans une baie calme, un virage de rivière où l'eau ralentit légèrement. Ces endroits combinent 3 choses essentielles: nourriture apportée par le courant, oxygène suffisant et abri contre les prédateurs. Et quand vous ajoutez un amorçage dans un tel endroit, vous transformez un bon poste en poste exceptionnel. Mais voici l'erreur classique des débutants. Ils pensent que l'endroit le plus profond est toujours le meilleur. Faux. En été, par exemple, l'eau chaude contient moins d'oxygène. À 25 degrés Celsius, l'eau peut contenir environ 8 mg par litre d'oxygène maximum. À 10 degrés Celsius, elle peut en contenir plus de 11 mg par litre. Cela signifie que pendant les chaleurs de juillet sur le Dniepr ou la Volga, les poissons quittent souvent les fosses profondes, pauvres en oxygène, et se déplacent vers les zones où le courant renouvelle l'eau. Voilà pourquoi les brèmes se tiennent souvent sur les bordures de chenal, pas au fond du trou. Les pêcheurs expérimentés utilisent cette connaissance pour placer leur montage exactement là où les poissons passent naturellement. Parlons justement du montage. Dans la tradition soviétique, la donka, la ligne de fond, était l'outil principal pour exploiter un poste amorcé. Une canne simple, parfois même une branche flexible, un plomb lourd, 1 ou 2 hameçons. Pas de technologie miracle. Mais une position parfaite dans la colonne d'eau. Pour la brème, par exemple,
l'appât devait reposer juste sur le fond ou légèrement au-dessus. Une brème aspire la nourriture en créant une dépression avec sa bouche tubulaire. Si l'appât est trop haut, elle ne le voit pas. Trop enfoui dans la vase, elle ne le trouve pas. Les pêcheurs du Dniepr utilisaient souvent un bas de ligne de 20 à 30 cm pour laisser l'appât bouger légèrement avec le courant. Cela crée un mouvement naturel, semblable à celui des larves ou des vers dérivant sur le fond. Et maintenant parlons d'un autre mythe moderne, l'appât magique. Internet adore vendre des recettes secrètes, fraises, vanille, caramel. Mais la réalité biologique est beaucoup plus simple. Les poissons répondent principalement à 3 signaux alimentaires, les acides aminés, les composés azotés et certaines graisses oxydées. C'est exactement ce que produit la fermentation naturelle des céréales. Voilà pourquoi l'orge fermentée, le maïs fermenté ou même le pain aigri ont fonctionné pendant des siècles. Ils produisent les molécules que les poissons associent à la nourriture naturelle en décomposition. Les anciens pêcheurs n'avaient pas besoin de comprendre la biochimie, ils voyaient simplement le résultat. Sur l'Oka, près de Ryazan, certains pêcheurs racontaient qu'un poste amorcé correctement pouvait produire du poisson pendant plusieurs jours. Les brèmes revenaient chaque matin, comme si quelqu'un sonnait une cloche invisible sous l'eau. Mais attention, il y a une règle que les anciens respectaient toujours, ne jamais détruire le poste. Cela signifie 2 choses. Premièrement, ne pas surpêcher. Si vous sortez 20 poissons d'un petit banc, le banc disparaît. Deuxièmement, maintenir l'amorçage léger mais régulier. Une poignée d'appât toutes les 15 minutes suffit souvent à maintenir l'intérêt des poissons. Les pêcheurs du Kazakhstan sur l'Irtych disaient « Nourris-les comme des invités, pas comme des porcs ». Et cette phrase résume toute la philosophie de la pêche intelligente. Comprendre la rivière, comprendre le poisson. Et utiliser des principes simples mais puissants. Dans la prochaine partie, nous allons plonger encore plus profondément dans ces méthodes oubliées, celles qui permettaient aux pêcheurs des rivières soviétiques de transformer un simple virage de rivière en véritable point de rassemblement pour les poissons. Et vous verrez pourquoi certaines de ces techniques, pourtant simples et presque gratuites, dérangent encore aujourd'hui l'industrie moderne de la pêche. La deuxième chose que les anciens comprenaient parfaitement, c'est que le poisson ne vit pas dans la rivière, il vit dans le courant. Cette phrase peut sembler étrange, mais elle décrit une réalité hydrologique très précise. Dans toute rivière, qu'il s'agisse du Dniepr, de la Volga, du Don ou de l'Irtych, l'eau ne coule jamais de manière uniforme. Elle forme des couches, des tourbillons, des zones de ralentissement et des couloirs rapides. Pour un poisson, ces microstructures sont l'équivalent de routes et de carrefours. Les biologistes soviétiques qui étudiaient les migrations de poissons dans les années 1970 utilisaient souvent le terme « corridor trophique ». En langage simple, des routes alimentaires. Sur la Volga moyenne, des observations ont montré que plus de 60% des déplacements de brèmes et de gardons se produisent le long des bordures de courant, ces zones où l'eau rapide rencontre une eau plus lente. Pourquoi ? Parce que le courant rapide transporte la nourriture, mais il coûte trop d'énergie à maintenir pour un poisson. La bordure permet donc de se nourrir, tout en économisant de l'énergie. Les vieux pêcheurs de l'Oka disaient simplement « le poisson marche sur la couture ». La couture, c'est cette ligne invisible où 2 vitesses d'eau se rencontrent. Si vous regardez attentivement la surface d'une rivière, vous pouvez souvent la voir. Une ligne de bulles, une légère différence de texture à la surface. C'est là que passent les poissons. Et c'est exactement là que les pêcheurs intelligents placent leur amorçage. Maintenant, parlons de la température. Dans l'espace post-soviétique, la pêche est fortement influencée par les saisons. Au printemps, lorsque la glace disparaît sur les rivières de Russie centrale et d'Ukraine, la température de l'eau passe souvent de 2 à 3 degrés Celsius à environ 8 à 10 degrés Celsius en quelques semaines. C'est un moment crucial. À 4 degrés Celsius, le métabolisme d'une brème est extrêmement lent. Elle mange très peu. Mais à partir de 8 à 10 degrés Celsius, l'activité alimentaire augmente rapidement. C'est pourquoi les pêcheurs de la Desna et du Pripyat savaient que les premières vraies pêches de printemps commençaient lorsque les saules au bord de la rivière commençaient à bourgeonner. Ce n'était pas de la poésie, c'était un indicateur biologique. Les plantes réagissent à la température moyenne de l'air et du sol, qui correspond généralement à une température de l'eau d'environ 8 degrés Celsius. Et à cette température, les cyprinidés commencent à chercher activement de la nourriture. Mais la température ne fait pas tout. L'oxygène reste le facteur invisible qui décide souvent du succès ou de l'échec.
Dans les réservoirs de la Volga, les mesures montrent que les poissons évitent les zones où l'oxygène descend sous 3 mg par litre. Dans ces zones, même si vous jetez l'amorce la plus parfumée du monde, personne ne viendra. C'est pourquoi les anciens observaient toujours la surface de l'eau, des bulles constantes, des insectes à la surface, des remous autour des obstacles. Tout cela indique un bon mélange d'oxygène. Les zones mortes, au contraire, ont souvent une surface lisse comme un miroir, belle à regarder, mauvaise pour pêcher. Et maintenant, parlons d'une technique que beaucoup de pêcheurs modernes ont oubliée, la construction progressive du poste. Dans les villages le long du Don, les pêcheurs n'allaient pas simplement pêcher un endroit, ils le cultivaient. Le premier jour, une petite quantité d'amorces, blé, tourteaux de tournesol, parfois du pain fermenté. Le deuxième jour, encore un peu. Le troisième jour, les poissons commencent à associer cet endroit à une source de nourriture. Ce processus est confirmé par des études comportementales sur les cyprinidés. Les poissons sont capables de mémoriser des lieux d'alimentation pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. En d'autres termes, un poste amorcé devient un restaurant sous-marin. Et quand un poisson trouve un restaurant fiable, il y revient. C'est exactement ce que les pêcheurs de la Kama appelaient « tenir le banc ». Mais ici encore, les mythes modernes brouillent souvent la réalité. Sur Internet, on voit souvent des pêcheurs jeter des kilos d'amorces dans l'eau, spectaculaires, mais inefficaces. Une brème de 1 kg peut manger environ 30 à 50 grammes de nourriture par jour. Si vous jetez 3 kg d'amorces dans un petit poste, vous nourrissez un banc entier pour la journée, sans qu'ils aient besoin de toucher votre hameçon. Les anciens comprenaient cela instinctivement. Leur stratégie consistait à créer une odeur forte, mais une quantité de nourriture limitée. Autrement dit, attirer les poissons sans les rassasier. Sur l'Irtych, certains pêcheurs mélangeaient l'orge fermentée avec de la terre argileuse. La terre alourdissait l'amorce et limitait la quantité de nourriture réelle. Les poissons fouillaient le fond, cherchant les particules alimentaires, et trouvaient l'hameçon. Parlons maintenant du placement de la ligne. Dans la pêche de fond traditionnelle soviétique, le plomb était souvent lourd, 60 à 120 grammes sur les grandes rivières. Pourquoi ? Pour maintenir le montage exactement dans la zone d'alimentation. Si le courant déplace votre appât hors de la zone amorcée, vous pêchez dans le vide. Les pêcheurs du Dniepr avaient même une règle simple. Si votre plomb bouge plus de 2 mètres après le lancer, il est trop léger. Et il y a encore un détail que beaucoup ignorent, la direction d'approche du poisson. Dans un courant, les poissons nagent presque toujours face au courant. Cela leur permet de recevoir les odeurs directement vers leurs organes olfactifs. Cela signifie que les poissons approchent souvent l'amorce depuis l'aval. Voilà pourquoi les pêcheurs expérimentés plaçaient leur appât légèrement en aval de la zone amorcée. Le poisson remonte l'odeur et rencontre l'hameçon avant d'atteindre la source principale de nourriture. C'est un détail simple, mais il peut multiplier les touches. Les vieux pêcheurs du Don disaient « Laisse le poisson te rencontrer avant qu'il rencontre la table ». Et ce principe simple explique pourquoi certains pêcheurs attrapent du poisson toute la journée, pendant que d'autres restent assis à regarder leur flotteur immobile. Parce qu'ils ne pêchent pas simplement avec une canne, ils pêchent avec la rivière elle-même. Et dans la prochaine partie, nous allons explorer encore plus profondément ces méthodes oubliées, celles que les pêcheurs de Sibérie, de la Volga et de l'Extrême-Orient utilisaient pour transformer un simple tronçon de rivière en un véritable aimant à poissons. Et maintenant vient la partie que beaucoup de pêcheurs modernes trouvent presque incroyable. Le poisson peut être littéralement guidé dans la rivière. Pas avec de la magie, pas avec des gadgets coûteux, avec la physique de l'eau et la chimie naturelle de la nourriture. Les vieux pêcheurs de la Volga, du Don et du Dniepr utilisaient ce principe sans jamais employer les mots scientifiques. Pourtant, aujourd'hui, l'hydrobiologie confirme exactement ce qu'ils savaient déjà. Dans un système fluvial, les poissons suivent les gradients. Gradient de courant, gradient thermique, gradient chimique. Autrement dit, ils suivent les différences. Imaginez une rivière comme la Volga près de Samara ou le Dniepr près de Zaporijia. Sur une largeur de 200 mètres, l'eau ne se déplace pas à la même vitesse partout. Au centre du chenal, la vitesse peut atteindre 0,8 à 1 mètre par seconde. Près des berges, elle peut tomber à 0,1 ou 0,2 mètres par seconde.
Entre ces deux zones se forme une bande de transition. C'est là que les particules alimentaires restent le plus longtemps en suspension. Et c'est là que les poissons viennent se nourrir. Les études soviétiques sur la répartition de la brème dans les réservoirs de la Volga ont montré que plus de 65% des individus capturés se trouvent dans ces zones de transition hydrodynamique. Ce ne sont pas des chiffres approximatifs, ce sont des données mesurées. Et pourtant, combien de pêcheurs modernes lancent simplement leur ligne vers le milieu, sans réfléchir? Voilà pourquoi les anciens passaient parfois 1 heure à observer la rivière avant même de sortir la canne. Ils regardaient la direction des bulles, la trajectoire des feuilles flottantes, la manière dont la surface se plissait autour des obstacles. Une feuille qui dérive est un indicateur parfait du courant réel. Si la feuille ralentit soudainement ou dévie légèrement, cela signifie qu'elle entre dans une zone de turbulence ou de contre-courant. Et ces microzones sont souvent des points d'alimentation naturelle. Sur l'Oka, près de Nijni Novgorod, les pêcheurs utilisaient souvent les racines des arbres tombés comme repères. Ces obstacles créent des poches d'eau calme derrière eux. La nourriture transportée par le courant y tourbillonne quelques secondes avant de repartir. Pour un poisson, c'est l'équivalent d'un buffet roulant. Maintenant, ajoutons l'amorçage dans cette équation. Lorsque vous introduisez une amorce fermentée dans une rivière, 2 choses se produisent immédiatement. Premièrement, les particules solides tombent sur le fond et créent une source de nourriture locale. Deuxièmement, les composés solubles, acides aminés, sucres fermentés, acides gras, se dissolvent et sont transportés par le courant. Cela crée un gradient chimique. Les poissons détectent ce gradient et remontent la trace. Des expériences menées dans les laboratoires d'hydrobiologie de Moscou ont montré que certaines espèces de cyprinidés peuvent suivre une source d'odeur sur plus de 150 mètres dans un courant modéré. C'est une distance énorme pour un animal qui vit sur quelques kilomètres de rivière toute sa vie. C'est pourquoi les pêcheurs expérimentés disent souvent que l'amorce travaille pendant que vous attendez. Mais attention, encore une fois, la composition de l'amorce compte plus que sa quantité. Dans les villages du sud de l'Ukraine, l'un des mélanges les plus efficaces était extrêmement simple: orge bouillie, tourteau de tournesol et terre noire. Le tourteau apportait des huiles et des protéines. L'orge fournissait les glucides et les produits de fermentation. La terre contrôlait la dispersion. Le résultat était une amorce lourde qui restait sur le fond tout en libérant lentement des molécules attractives. Les pêcheurs du Kazakhstan sur l'Irtych utilisaient un principe similaire avec du blé et de la farine de poisson séchée. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que ces ingrédients imitent ce que les poissons trouvent naturellement dans les zones riches en matière organique, des graines, des larves, des fragments végétaux en décomposition. Autrement dit, vous ne trompez pas le poisson. Vous recréez un environnement alimentaire familier. C'est une différence énorme. Les leurres artificiels tentent de provoquer une réaction d'attaque. L'amorçage, lui, crée un comportement d'alimentation naturelle. Et quand un poisson commence à se nourrir activement, sa vigilance diminue. Il aspire tout ce qui ressemble à de la nourriture. Voilà pourquoi les touches deviennent parfois presque mécaniques sur un poste bien préparé. Les vieux pêcheurs du Don racontaient qu'une fois le banc installé, la pointe de la canne bougeait toutes les 2 minutes. Mais ils connaissaient aussi une règle essentielle: le silence et la discrétion. Les poissons de rivière sont sensibles aux vibrations. Dans l'eau, le son se propage environ 4 fois plus vite que dans l'air. Un coup de pied sur la berge, un seau posé brutalement, une conversation trop bruyante. Tout cela peut alerter un banc entier. C'est pourquoi les pêcheurs expérimentés s'installaient toujours un peu en retrait de l'eau. Sur la Volga, certains creusaient même de petites plateformes dans la berge pour éviter d'être visibles depuis la surface. Ce n'était pas de la superstition. Les poissons voient très bien les silhouettes sur fond de ciel clair. Une ombre qui bouge peut suffire à les rendre méfiants pendant des heures. Parlons maintenant d'un autre détail technique souvent négligé: la taille de l'hameçon. Pour la brème et le gardon, les pêcheurs soviétiques utilisaient souvent des hameçons assez petits, taille équivalente à 12 ou 14 selon les standards modernes. Pourquoi? Parce que ces poissons aspirent la nourriture plutôt qu'ils ne la mordent. Un petit hameçon pénètre plus facilement dans la bouche lorsque le poisson recrache ou avale la particule. Avec un hameçon trop grand, le poisson sent la résistance et recrache immédiatement. Et enfin, il faut comprendre un principe fondamental. Un poste de pêche n'est pas un endroit fixe, c'est un système dynamique. Le courant change, la lumière change, la température change. Un poste qui fonctionne parfaitement le matin peut devenir silencieux l'après-midi. Les pêcheurs expérimentés surveillent constamment ces changements.
Si les touches cessent soudainement, ils ajustent l'amorçage, déplacent légèrement le montage ou attendent que le courant se stabilise. Les anciens disaient souvent « La rivière parle, il faut apprendre à l'écouter ». Et dans la prochaine partie, nous allons examiner certaines des techniques les plus étonnantes utilisées par les pêcheurs de Sibérie, de la Volga et de l'Extrême-Orient. Des méthodes simples, presque oubliées, mais capables de transformer une simple sortie de pêche en une récolte impressionnante. Les anciens pêcheurs de l'espace post-soviétique avaient une expression très simple. La rivière nourrit ceux qui l'écoutent. Ce n'était pas une métaphore poétique, c'était une stratégie de survie. Dans les années difficiles d'après-guerre, dans les villages du bassin de la Volga, du Don et du Dniepr, la pêche n'était pas un loisir du week-end, c'était une source de protéines. Et quand votre famille dépend de ce que vous attrapez, vous apprenez très vite à comprendre les règles invisibles de l'eau. L'une de ces règles concerne la lumière. Les poissons d'eau douce ne voient pas comme nous. Leur rétine est adaptée à un environnement trouble et souvent sombre. Les études réalisées dans les laboratoires d'ichtyologie de Leningrad dans les années 1970 ont montré que l'activité alimentaire de nombreuses espèces de cyprinidés augmente fortement lorsque l'intensité lumineuse diminue. C'est pour cela que les pêcheurs expérimentés préfèrent deux moments précis, l'aube et le crépuscule. À ces heures, la lumière devient diffuse, les prédateurs visuels sont moins efficaces et les poissons blancs sortent pour se nourrir. Sur la Volga inférieure, les pêcheurs de Brême savaient que la meilleure période commençait souvent 1 heure avant le lever du soleil. La surface de l'eau est calme, la température est stable, et les poissons quittent leur refuge nocturne pour chercher de la nourriture sur les bordures de courant. Les pêcheurs installaient leurs doncas avant même que le ciel ne devienne clair. Et souvent, les premières touches arrivaient avant que l'on puisse distinguer clairement la pointe de la canne. Mais la lumière n'est qu'une partie de l'équation. Le vent joue aussi un rôle crucial. Dans les grands réservoirs de la Volga ou sur les lacs de Sibérie occidentale, un vent modéré peut littéralement déplacer la nourriture dans l'eau. Les vagues brassent la couche supérieure et poussent les insectes, les larves et les particules organiques vers une rive précise. Les poissons suivent ce déplacement. C'est pourquoi les pêcheurs de la région de Saratov disaient souvent « le vent nourrit la rive ». Si le vent souffle vers la berge pendant plusieurs heures, cette zone peut devenir un véritable garde-manger sous-marin. Mais attention, encore une fois, les mythes circulent vite. Beaucoup de pêcheurs pensent que le mauvais temps est toujours mauvais pour la pêche. C'est faux. Une légère baisse de pression atmosphérique avant une pluie peut stimuler l'activité alimentaire. Les poissons sentent ces changements grâce à leur vessie natatoire, qui agit comme un baromètre interne. Lorsque la pression baisse progressivement, beaucoup d'espèces deviennent plus actives et cherchent davantage de nourriture. En revanche, une chute brutale de pression accompagnée d'un orage violent peut au contraire ralentir complètement l'activité. Les anciens pêcheurs observaient ces signes sans connaître les chiffres exacts. Aujourd'hui, nous savons qu'une variation de pression de 5 à 8 millibars peut suffire à modifier le comportement de certains poissons. Et puis, il y a la question du fond. Beaucoup de pêcheurs débutants regardent la surface de l'eau, mais oublient complètement ce qui se passe sous leurs pieds. Pourtant, pour la brème, le carassin ou la carpe sauvage, le type de fond est déterminant. Une brème préfère généralement un fond légèrement vaseux, riche en larves et en vers. Un gardon préfère souvent un mélange de sable et de petites particules organiques. Une carpe peut fouiller profondément dans la vase pour trouver des moules ou des larves. Les pêcheurs expérimentés utilisaient souvent un plomb pour lire le fond. Ils lançaient le montage sans hameçon et tiraient lentement la ligne pour sentir la texture. Si le plomb glisse doucement, le fond est vaseux. S'il accroche légèrement, il y a du gravier ou des coquilles. Cette technique simple permet de comprendre où les poissons peuvent trouver leur nourriture naturelle. Une fois le fond identifié, l'amorçage devient beaucoup plus précis. Les pêcheurs du Dniepr utilisaient parfois un mélange d'argile et de céréales pour créer des boules d'amorce qui se désagrégeaient lentement sur le fond. Cela créait un nuage de particules fines que les poissons pouvaient détecter à distance. Les particules lourdes restaient sur place, les plus légères dérivaient légèrement avec le courant. Résultat, un signal chimique et visuel qui attirait les poissons tout en les maintenant dans la zone. Mais la règle la plus importante restait toujours la même, patience et régularité. Les anciens ne changeaient pas d'endroit toutes les 20 minutes. Ils construisaient un poste et lui laissaient le temps de travailler.
Dans certains villages du Don, les pêcheurs revenaient au même endroit pendant plusieurs jours d'affilée. Chaque jour, un peu d'amorce. Chaque jour, quelques poissons. Et au bout de quelques sessions, le poste devenait incroyablement productif. Les poissons avaient appris que cet endroit offrait régulièrement de la nourriture. C'est ce que les biologistes modernes appellent l'apprentissage spatial. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles certaines zones de rivière deviennent célèbres parmi les pêcheurs locaux pendant des décennies. Mais il faut aussi parler de responsabilité. Les anciens pêcheurs prenaient ce dont ils avaient besoin, pas plus. Dans de nombreux villages de la Volga, il existait une règle non écrite, ne jamais vider un banc entier. Si les prises devenaient trop faciles, certains arrêtaient volontairement pour laisser les poissons revenir le lendemain, parce qu'ils savaient que la rivière devait continuer à nourrir les générations suivantes. Aujourd'hui, avec les moteurs, les sondeurs et les équipements modernes, il est facile d'oublier cette sagesse simple. Pourtant, la vérité reste la même qu'il y a 100 ans. La pêche efficace n'est pas une question d'argent dépensé, c'est une question de compréhension. Comprendre le courant, comprendre la nourriture, comprendre le comportement du poisson. Et surtout, comprendre que la rivière n'est pas un adversaire, mais un partenaire. Dans la prochaine partie, nous allons rassembler tous ces éléments, hydrologie, biologie et techniques traditionnelles, pour reconstruire une méthode complète qui permet encore aujourd'hui de transformer un simple tronçon de rivière en zone d'alimentation productive, exactement comme le faisaient les pêcheurs des rivières soviétiques il y a plusieurs générations.